mesdames et messieurs. Bienvenue à la 5e session de notre campagne de communication autour des programmes européens de recherche et innovation. Cette session, elle est animée par Isabelle Tovna-Pecot, responsable Europe et internationale au sein du pôle Alpha RLH. Je vous invite tout au long de cette session de poser vos questions à travers le chat qui sera mis à votre disposition. Je vous rappelle également, comme les précédentes sessions, cette session sera disponible sous peu en replay et elle se déroule dans le strict respect du protocole sanitaire actuellement en vigueur. Je vous souhaite maintenant une très bonne séance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette 5e session de la campagne d'information en Nouvelle-Aquitaine sur les programmes européens 2021-2027. Alors cette campagne a été lancée le 6 avril. Nous sommes aujourd'hui au milieu du gué avec un sujet d'importance au niveau européen qui concerne la transition numérique et la cybersécurité. Alors vous avez eu l'occasion lors de la précédente session d'évoquer le sujet de la transition verte, aujourd'hui transition numérique, qui sont les Twin Transitions au niveau du programme européen. Donc cette session va être scindée en deux grandes parties. Une première partie où on va voir le panorama en fait, des programmes européens 2021-2027 avec M. Antoine Bidot. Antoine est chargé de mission développement économique, recherche et innovation, représentation de la région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles. Et puis nous aurons un petit temps pour des questions et enfin une table ronde avec des témoignages de 3 intervenants. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir M. Julien Castet, qui est directeur de recherche chez Immersion. Bonjour Julien. Bonjour. Monsieur Samuel Thibault, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux 1 en informatique et également chercheur à l'INRIA équipe Storm. Donc vous nous raconterez tout à l'heure ce que désigne et ce que vous étudiez dans cette équipe-là. Et enfin, monsieur Damien Sauvron, donc vous êtes doyen de la faculté des sciences et techniques de l'Université de Limoges et également chercheur à l'INRIA, donc en particulier sur le sujet Cryptis. Donc là, on devine les sujets de cybersécurité. Bonjour. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Donc nous allons commencer par un panorama du numérique dans les programmes 2021-2027 avec donc une intervention d'Antoine Bidot qui va nous expliquer où se cache le numérique dans cette stratégie européenne, puisque effectivement le numérique est un peu partout dans nos sociétés, dans nos entreprises et dans nos administrations. Donc, merci Antoine pour cet éclairage. Bonjour à tous, merci Isabelle et merci de m'accueillir sur ce plateau. Alors pour répondre directement à ta question, où se cache le numérique? Eh bien partout. Et c'est un sujet évidemment très transversal qu'on retrouve dans différents programmes de financement européens et dans presque toutes les stratégies que la Commission européenne adopte en ce moment. Donc avant peut-être de parler des financements, je voulais vous faire un petit point sur ces politiques, ces stratégies et aussi les enjeux réglementaires de la Commission européenne, puisque tous ces textes, ils vont infuser, on va les retrouver dans les thématiques des futurs appels à projets et des futurs financements. Donc le 9 mars dernier, la Commission européenne a adopté sa boussole numérique pour fixer des objectifs à l'horizon 2030 en Europe. Cette boussole, elle a 4 axes principaux que vous voyez à l'écran, les compétences, la transformation numérique du secteur public, la transformation numérique du secteur privé et un volet infrastructure. Dans cette stratégie, la Commission liste aussi une dizaine d'objectifs chiffrés à atteindre d'ici à 2030. Alors pour vous en citer quelques-uns, la Commission se fixe comme objectif que l'Europe, que tous les foyers de l'Union européenne disposent d'une connectivité gigabit d'ici 2030, que toutes les zones habitées soient couvertes par la 5G, que la production européenne de semi-conducteurs représente à peu près 20% de la production mondiale. Je crois qu'on est actuellement à 4 ou 5% seulement, et donc c'est évidemment un enjeu stratégique d'augmenter cette production. Mais aussi, un autre objectif, c'est que le nombre de licornes européennes double, que tous les citoyens aient accès à un dossier médical en ligne,
ou encore que 3/4 des entreprises européennes, d'ici à 2030, soient en mesure d'utiliser les technologies d'informatique en nuage, de big data ou d'intelligence artificielle. Pour la Commission européenne, il s'agit aussi de développer une vraie approche au niveau du continent pour ne pas se laisser imposer un modèle, notamment par les États-Unis ou par la Chine, et de développer un modèle qui puisse correspondre aux valeurs et aux principes européens. Donc on retrouve ici des enjeux dont on parle très souvent à Bruxelles, d'autonomie stratégique et de souveraineté technologique, qui sont des enjeux cruciaux pour la Commission européenne. Si on passe maintenant d'un point de vue réglementaire, alors je ne vais pas lister tous les sujets, pas détailler tous les règlements qui sont en cours, mais ça me paraissait intéressant quand même de les citer, au moins les grandes thématiques, puisque ça permet aussi de voir les sujets prioritaires pour la Commission européenne. Je vous parlais d'un modèle européen. On peut parler de la réglementation RGPD, qui est un vrai marqueur des politiques numériques de l'Union européenne, avec aussi un projet de règlement sur la vie privée et les communications électroniques, des projets de réglementation sur la gouvernance des données, comment exploiter les données qui sont produites par les Européens. Vous avez peut-être aussi entendu parler des négociations sur le DSA et le DMA, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, qui sont actuellement en cours de négociation et qui vont venir réglementer les grandes plateformes du numérique, à la fois sur des enjeux sociétaux, notamment sur la diffusion de contenu, mais aussi sur des enjeux plus économiques, avec un maintien de la concurrence entre tous les acteurs du numérique. Un autre volet de cette réglementation européenne, c'est sur l'approche éthique sur l'intelligence artificielle. Il y a actuellement des discussions en cours entre les institutions. Et enfin, je voudrais mentionner une consultation qui est en cours sur les principes numériques. L'Union européenne va adjoindre une déclaration sur les principes numériques au socle des droits fondamentaux. Et donc tout le monde est invité à contribuer à cette réflexion en ce moment. Enfin, pour terminer sur ce panorama un peu plus réglementaire et stratégique, je voudrais mentionner une stratégie sur la cybersécurité qui a été adoptée en décembre dernier par la Commission européenne pour mieux coordonner les actions dans Horizon Europe ou dans le programme numérique, on va y revenir dans un instant, et pour mieux coordonner les efforts de tous les États membres européens sur ces enjeux de cybersécurité. Un centre de compétences a notamment été créé à Bucarest et en cours de création. Il sera basé à Bucarest. Voilà pour ce petit panorama sur les stratégies et la réglementation européenne. Merci Antoine. Donc on voit effectivement une actualité qui est très riche, avec beaucoup d'enjeux et de supports en réglementation en fait, pour soutenir ces activités en digitalisation, que ce soit au niveau du citoyen, de l'entreprise et puis de la souveraineté. Tout à fait, oui. Et donc toutes ces stratégies vont infuser les programmes de financement et les priorités des futurs appels à projets. Donc vous le savez sans doute, on est en train de commencer la nouvelle programmation 2021-2027 et pour ces 7 prochaines années, de nombreux appels à projets vont porter sur ces transitions numériques et sur la cybersécurité. Aujourd'hui, je vais me concentrer peut-être sur 3 d'entre eux qui me semblent les plus importants pour la thématique qui nous concerne aujourd'hui. C'est le programme Horizon Europe, qui est peut-être le plus connu parmi vous. Un petit nouveau, qui est le programme Europe numérique, que la Commission a proposé pour cette nouvelle période 2021-2027. Et puis faire aussi un rapide focus sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. C'est un programme qui est peut-être moins connu, qui va financer surtout des infrastructures et qui a un volet transport, un volet énergie, mais surtout un volet numérique dont je vais vous parler aujourd'hui. Juste un petit mot sur le fonctionnement avant de commencer. De manière assez classique, tous ces programmes fonctionnent avec des programmes de travail qui vont détailler les attendus de la Commission européenne, les priorités, les règles d'éligibilité, savoir s'il faut être en consortium ou en monobénéficiaire, savoir l'enveloppe budgétaire pour chacun des appels. Donc ces programmes de travail ne sont pas encore officiellement adoptés, mais on a quand même des versions quasi finalisées, des versions provisoires, qu'on appelle des drafts, et donc c'est sur la base de ces drafts que je vais baser ma présentation aujourd'hui. Donc, comment se repérer entre ces 3 principaux programmes? Vous avez à l'écran un petit schéma qui a été présenté par la Commission européenne. Donc, je l'ai un peu adapté, mais c'est des données qui ont été présentées par la Commission. L'objectif, ça va être de vous présenter rapidement les objectifs de tous ces programmes et vous permettre de vous orienter et de savoir vers quel programme vous pouvez aller en fonction de la nature de votre projet et en fonction évidemment des objectifs de chacun de ces programmes.
Donc, commençons par Horizon Europe. Horizon Europe, donc le successeur d'Horizon 2020. Il représente un budget de 95,5 milliards d'euros pour la totalité de la période 2021-2027. Et un peu à la louche, on peut estimer que les financements pour le numérique au sein de ce programme représentent 1/5 du budget, soit à peu près 15 ou 20 milliards d'euros. Puisqu'on l'a vu, c'est des sujets transversaux, donc ce n'est pas forcément évident de faire un ciblage précis du budget, mais voilà, ce sont des estimations. Horizon Europe, c'est donc le programme pour la recherche et l'innovation. C'est un programme qui va soutenir le développement de solutions, de nouvelles technologies, de nouveaux procédés pour répondre aux grands défis qui se posent à l'Union européenne. Donc là, Antoine, on est bien dans le pilier 2, hein, c'est bien ça. Voilà, donc plutôt sujet qu'on traite de manière collaborative, en ayant des consortiums qui mixent à la fois des entreprises et des laboratoires de recherche, voire des clusters d'ailleurs. Et dans ce pilier 2, effectivement, plusieurs clusters sont concernés par cette thématique. Voilà, c'est ça. On va y revenir dans un instant, mais on va se concentrer sur plutôt la partie pilier 2, et notamment le cluster 4, qui est un des volets du programme sur le numérique, l'espace et l'industrie. Mais on va le voir aussi, le numérique est présent dans presque tous les volets et tous les piliers du programme Horizon Europe. Peut-être juste pour vous préciser maintenant, dans le programme de travail, le programme est divisé en destinations. Et dans le descriptif de ces destinations, il y a aussi un petit paragraphe sur la complémentarité avec le programme Europe numérique. Donc la description comment articuler ces deux programmes de financement. Donc voilà sur les grands objectifs d'Horizon Europe. Maintenant, les grands objectifs du programme Europe numérique, je vous l'ai dit, c'est un nouveau programme de la Commission. Vous l'avez vu sur cette slide-là. Le programme numérique il va se concentrer sur les capacités stratégiques de l'Union européenne notamment. Il a été conçu pour combler l'écart entre les résultats de la recherche et le déploiement de ces technologies en Europe. Et donc, un des objectifs principaux de ce programme, ça va être aussi le déploiement. Ça va être comment capitaliser sur les résultats de la recherche qui ont pu être, par exemple, soutenus dans Horizon Europe, pour les accompagner et encourager leur utilisation pour de nouveaux déploiements. Ce programme va aussi financer des tests à grande échelle, en conditions réelles. Il va permettre de trouver une réponse numérique aux défis sociétaux, que ce soit la santé, le changement climatique, les nouvelles formes de mobilité. Il va accompagner et soutenir l'appropriation et l'utilisation des technologies numériques à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Et il a aussi, on le voit sur l'écran, un petit volet sur les compétences numériques, notamment dans les PME. Donc voilà pour le programme Europe numérique. Et enfin, le troisième programme que j'ai cité, donc le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui a un volet numérique qui représente à peu près 2,1 milliards d'euros pour la période 2021-2027 et qui va venir soutenir des infrastructures européennes d'intérêt commun. Donc, je voudrais faire un petit focus sur ce mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui est peut-être moins connu pour vous. Donc, les porteurs de projets éligibles pour ce programme sont les administrations ou les entreprises, les États membres ou des organismes publics ou privés. C'est assez large. Petite spécificité, dans quelques-uns des appels de ce mécanisme pour l'interconnexion en Europe, les porteurs de projets doivent recevoir l'accord de l'État membre. Donc, il y a une forme de validation au niveau national. Mais sinon, je vous l'ai dit, ça fonctionne avec des programmes de travail. Celui pour le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le premier va couvrir la période 2021, 2022, 2023, donc les 3 premières années. Et le type de projet, ça va être à la fois du soutien à des travaux, mais sinon des études ou des projets collaboratifs. Et sur le type de financement, ça peut être de la subvention, mais aussi ce qu'on appelle le blending, donc une forme de croisement entre la subvention et les instruments financiers, ou alors des instruments financiers à 100%. Sur les thématiques, le MIE, donc le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ou CEF selon l'acronyme anglais, CEF, va permettre d'investir dans des infrastructures de connectivité et va venir soutenir le déploiement de l'adoption de réseaux mobiles, notamment 5G, pour couvrir les défaillances du marché et renforcer la connectivité des Européens. Parmi les volets du programme de travail, on retrouve donc la couverture 5G, notamment le long des corridors de transport européens,
La Commission a une carte avec les corridors principaux de transport et elle va considérer que ces corridors sont des axes cruciaux pour les échanges et la connectivité en Europe et va favoriser le développement de la 5G autour de ces axes. Le MIE va aussi permettre d'améliorer les réseaux de base. Il va venir aussi soutenir les câbles sous-marins entre l'Union européenne et les pays tiers. Il va permettre de déployer les éléments terrestres d'une initiative dont on va parler tout à l'heure sur la communication quantique. Et enfin, il va permettre de développer des plateformes pour accompagner les échanges de données transfrontaliers, par exemple sur les énergies ou sur la mobilité. Au-delà de ces projets qui ont une dimension pan-européenne, le MIE a aussi un volet plus local. Certains d'entre vous ont peut-être souvenir, en tout cas pour les collectivités territoriales qui nous écoutent, vous avez peut-être souvenir du mécanisme Wi-Fi for EU qui existait dans la programmation précédente. Ce mécanisme va un peu évoluer, on ne va plus retrouver le même type de dispositif, mais il va y avoir une action qui s'appelle 5G for Smart Communities, qui va venir soutenir le déploiement de la 5G autour des services publics d'intérêt général européens, notamment les services de santé, les hôpitaux, mais aussi les services sociaux ou encore les services éducatifs. Donc, une enveloppe de, je crois, 8 millions d'euros est prévue pour l'année 2021. Elle sera portée à 40 millions en 2022 et 40 millions en 2023. Donc, montée progressive. Voilà, donc là, on comprend bien effectivement l'intérêt de ce programme-là. Donc il y a également le programme Europe numérique. D'ailleurs, hasard du calendrier, effectivement, c'est aujourd'hui le lancement de ce programme-là, avec une intervention ce matin du commissaire Thierry Breton et la présidence portugaise. Donc aujourd'hui et demain, journée digitale à l'Europe également. Tout à fait. C'est partout, à tous les niveaux. Donc là, les programmes de travail sont attendus pour ce programme Europe numérique sont attendus incessamment, sous peu. Oui. Ils étaient annoncés déjà pour début mai, puis ça a pris un peu de retard, donc on les attend vraiment très prochainement. Et donc ce programme, je l'ai dit, c'est sur le renforcement des capacités européennes et sur le déploiement. Il aura un fonctionnement assez similaire à Horizon Europe, concernant l'organisation des appels à projets. À noter cependant qu'il y a un peu plus d'appels d'offres dans ce programme et aussi certains volets comme le calcul de haute performance qui ne seront pas forcément ouverts, qui vont être un peu plus ciblés puisqu'il s'agit là d'acheter des supercalculateurs. Donc les actions sont un peu plus fléchées. Vous voyez à l'écran les différentes composantes de ce nouveau programme. Là encore, c'est un graphique que j'ai un peu adapté à partir d'une image de la Commission européenne. Le programme Europe numérique va être divisé en 4 programmes de travail. Sur les 3 volets que vous avez à la gauche de l'image, il y aura des programmes de travail séparés. Et puis il y aura un 4e programme de travail sur les 3 volets qui apparaissent à la droite de l'écran. Le premier programme de travail couvrira les 2 premières années de la programmation, donc 2021 et 2022. Et je voudrais aussi préciser qu'on retrouvera tous les appels à projets de ce programme sur la plateforme numérique qui est la même que pour Horizon Europe. Donc quand vous arrivez sur le portail Funding and Tenders, vous avez un petit onglet Horizon Europe, mais vous avez aussi un onglet maintenant Europe numérique. Donc les appels se trouveront à cet endroit-là. L'enjeu principal de ce programme, ça va être de faire en sorte que l'Europe soit maîtresse de sa transformation numérique. On retrouve là les enjeux de souveraineté technologique dont on parlait tout à l'heure. Mais ça va être aussi que cette transformation numérique n'exclut personne. Donc maintenant, si on passe sur les 5 briques de ce nouveau programme, donc le premier concerne le calcul de haute performance, on en a parlé, ça va être l'occasion pour la Commission européenne de déployer des supercalculateurs partout en Europe. Il y a actuellement 8 projets en cours. Je crois que le premier a été inauguré en Slovénie il y a quelques jours, ou en tout cas a été lancé, peut-être pas inauguré. Le deuxième volet va concerner l'intelligence artificielle et les espaces de données. Là, l'enjeu, ça va être vraiment d'accélérer l'adoption par tous les organismes européens, mais notamment les PME, des nouvelles solutions fondées sur l'intelligence artificielle et des solutions qui respectent le cadre éthique et les principes que l'Europe s'est fixés. Donc, le programme Europe numérique permettra, par exemple, de lancer une plateforme IA à la demande qui servira de boîte à outils, mais aussi de marché, de marketplace pour toutes les ressources IA en Europe. Ça va être aussi, un des objectifs de ce nouveau programme va être de mettre en place des centres de test et d'expérimentation
pour les nouvelles technologies IA. Donc, je crois qu'il y a 8 thèmes différents, donc les thèmes liés au Green Deal, au Pacte vert, mais aussi les thèmes liés à la mobilité, à la santé, aux médias, aux administrations publiques. La santé, je l'ai mentionné, voilà, je ne les ai pas tous, mais ils figureront dans le programme de travail. Les appels à projets concerneront aussi des centres de test et d'expérimentation pour ces technologies, notamment sur 4 volets principaux, donc le Green Deal toujours, la santé, l'agriculture et la production, donc manufacturing. Oui. Par exemple, donc dans le domaine de la santé, il y aura à la fois un espace de données qui va permettre de fournir des données sur les images en oncologie, par exemple, ou des données génomiques, et puis ces centres de tests qui permettront de tester de nouvelles technologies en IA ou en robotique, technologies qui pourront évidemment être utilisées dans le domaine de la santé. Sur le volet donc, cybersécurité, l'idée est vraiment de renforcer la coordination des différentes initiatives et des capacités de l'Union européenne dans ce domaine, avec la mise en place d'un cyberbouclier européen, la mise en place d'un centre de compétences que je mentionnais tout à l'heure, qui va d'ailleurs gérer une partie de ces appels, ou en tout cas coordonner une partie de ces appels. Et puis, il y a actuellement des travaux entre la Commission européenne, 26 États membres, donc pas tous, mais certains États membres, ceux qui le choisissent, et l'Agence spatiale européenne, pour développer une infrastructure de communication quantique à l'échelle européenne, qui est connue sous son acronyme EuroQCI, qui permettra de stocker de façon ultra sécurisée des données dans des domaines d'application très variés, que ce soit les énergies, le trafic aérien, les données bancaires, les données de santé. Et cette infrastructure comprendra un volet terrestre pour la connexion entre les différents sites stratégiques nationaux et un élément spatial pour les connexions de longue distance. Je vous le disais, ce volet cybersécurité fera l'objet d'un programme de travail spécifique. On retrouve trois dimensions dans ce programme de travail. Un volet sur le développement de l'écosystème industriel, notamment l'industrialisation des technologies QKD, donc échange quantique de clés, avec l'objectif d'amener ces technologies vers des TRL 8.9. Un deuxième volet sur le déploiement des réseaux de communication quantique dans chacun des États membres intéressés par cette infrastructure. Et puis enfin, la construction d'une infrastructure de test et de certification pour toutes les technologies de cybersécurité qui seront développées en Europe. Voilà pour ce volet cybersécurité. Je voudrais maintenant mentionner 2 volets transversaux de ce programme. Un volet sur les compétences numériques, avec un soutien au développement de masters conjoints entre différentes universités, entre au moins 3 universités de 3 pays différents. Des actions aussi pour le placement de jeunes dans des entreprises ou dans des centres de compétences, pour développer des compétences sur l'IA, la cybersécurité ou le calcul de haute performance. Et enfin, un soutien à des startups ou des PME qui développeraient des solutions dans le domaine de l'éducation numérique. Donc tout ça, en fait, sur ce programme Europe numérique, voilà, sur tous les volets, y compris la formation, ce qui peut être une particularité, parce qu'on a en tête souvent en fait, les programmes Erasmus sur ces sujets-là. Là, c'est intéressant de voir qu'on traite tous les sujets en fait, sur ce volet Europe numérique. Tout à fait, ouais. Il y a un autre volet transversal aussi que je n'ai pas encore mentionné, c'est le volet déploiement, déploiement de ces technologies dans les PME ou dans les administrations publiques, sur le territoire européen. Et ce volet déploiement va se traduire concrètement par la mise en place de jumeaux numériques, et notamment un jumeau numérique de la Terre, rien que ça. Un projet qui s'appelle Destination Earth, qui va, je pense, pour les premières années, avoir une enveloppe dotée de 150 millions d'euros, et qui va permettre de suivre et de simuler les activités naturelles et humaines au niveau de la planète, sur les enjeux climatiques notamment. Un volet aussi pour accompagner les zones urbaines et les zones rurales à se transformer d'un point de vue numérique, avec aussi l'outil de jumeaux numériques, de mise en commun de jeux de données, par exemple sur les déchets, les énergies, la mobilité, et ainsi faciliter la prise de décision au niveau des autorités publiques. Et puis des projets pour
à destination des PME, des projets de DIH, de pôle d'innovation numérique, qui vont se traduire concrètement par des guichets uniques dans toutes les régions européennes pour faciliter l'information des PME et leur permettre de trouver des technologies qui correspondent à leurs besoins. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a un projet qui est en cours de développement qui s'appelle Dynamique, qui est donc en cours de préparation, qui n'a pas encore été validé, mais qui devrait être opérationnel d'ici 2022. Voilà pour le programme Europe numérique, en quelques mots. Je voudrais maintenant faire un petit focus sur le programme Horizon Europe, qui est le gros morceau, on va dire, hein, le plus gros budget en fait. Le gros morceau, qui est aussi peut-être plus connu des porteurs de projets. Sur le fonctionnement, ça va être assez similaire à ce qu'on connaissait avant sous Horizon 2020, avec toujours les programmes de travail, les appels à projets, de nombreux appels à projets, qui vont être publiés sur le portail Funding and Tenders. Donc là, on l'a dit tout à l'heure, on va se concentrer sur le pilier 2, sur les défis, les problématiques mondiales qui s'opposent à l'Europe. Ce pilier 2 est divisé en différents clusters thématiques. Il y a un programme de travail par cluster. Et on va le voir, cette transition numérique, elle est présente dans différents clusters du programme Horizon Europe. Notamment le cluster 4, qui est un des mieux dotés aussi d'un point de vue budgétaire, parce que c'était une vraie priorité de la Commission européenne, cette transition numérique. Ce cluster qui est appelé numérique, espace et industrie, qui est ensuite aussi sous-divisé en destinations thématiques, et c'est ces destinations thématiques qui vont ensuite publier les appels à projets, en tout cas qui vont regrouper les appels à projets sur une même thématique. La première destination qu'on peut mentionner sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la première destination sur la production verte et digitalisée. Là, l'enjeu de ces appels à projets, ça va être d'accompagner la double transition que tu mentionnais tout à l'heure, Isabelle, sur les mécanismes, les procédés de fabrication, dans le domaine de la construction également. Cette double transition nécessite un nouveau modèle, de nouvelles technologies, notamment sur l'IA, sur le partage de données ou sur la robotique avancée. Et l'enjeu ici, ça va être de créer de nouvelles technologies pour, par exemple, automatiser certains process, développer de nouveaux systèmes de production et renforcer la circularité de ces systèmes. Absolument, c'est le maître mot, économie circulaire. Hein. C'est ça. On sous-entend bien sûr cette thématique-là derrière. Donc voilà pour la première destination. On peut passer maintenant à la destination 3, qui va être un groupe d'appels à projets liés aux technologies de données et aux technologies informatiques. L'enjeu ici, c'est que l'Europe garde son leadership au niveau mondial sur ces technologies. Ça va être aussi, l'objectif est également de mettre en place un véritable marché intérieur des données, puisque voilà, on le sait, de nombreuses données sont produites et l'enjeu, ça va être de pouvoir les utiliser, de pouvoir les exploiter, les échanger au niveau européen et de ne pas faire partir ces données, ou en tout cas l'exploitation qu'on peut faire de ces données ailleurs dans le monde. Garder ce capital de data en toute sécurité. Tout à fait. C'est vraiment ça l'objectif, oui. Donc il y aura des appels à projets dans cette destination 3 sur le partage des données, comment les exploiter en Europe, mais aussi selon le cadre réglementaire protecteur dont on parlait tout à l'heure. Un enjeu, des appels à projets sur l'utilisation des données. La Commission estime qu'il va y avoir 463 exaoctets de données produites dans le monde chaque jour à partir de 2025. Des données personnelles, mais aussi des données industrielles. Donc comment utiliser ces données, comment développer de nouvelles méthodes pour gérer cette chaîne de valeur, pour traiter ces données, les combiner, les analyser, modéliser ces données. Et puis aussi un volet sur le développement de technologies cloud to edge to IoT. Alors je vais tenter une traduction en français. Informatique en nuage vers l'informatique de périphérie vers l'Internet des objets. Je ne suis pas sûr de ma traduction, donc la version anglaise fait foi. Là, l'enjeu, ça va être d'encourager les entreprises à utiliser les technologies cloud et de développer et de déployer la nouvelle génération de composantes et de systèmes informatiques. Voilà pour cette destination 3 du cluster 4. On peut passer maintenant à la destination
4 du cluster 4 qui portera, elle, sur les technologies numériques et les technologies émergentes. Et là, on retrouve encore une fois les aspects de souveraineté technologique que l'Union européenne veut développer pour réduire la dépendance européenne par rapport à des pays tiers, puisque ces technologies ont une implication très forte dans de nombreux domaines d'activité, que ce soit les équipements de santé, les véhicules électriques, les sites et les équipements de production, les réseaux télécoms, tout le domaine aérospatial également. Dans cette destination 4, les projets porteront sur toute une liste de technologies, notamment les processeurs à ultra faible consommation, l'électronique, la photonique, pour maintenir le leadership européen dans ce domaine, les innovations en matière d'IA, de données et de robotique. Là, l'idée, c'est de faire en sorte que les technologies développées répondent aux besoins des industriels. Des appels à projets sur les capacités en robotique et aussi sur la détection de technologies émergentes qui pourraient devenir des technologies de pointe au niveau européen dans les années à venir. À ces technologies se rajoute un flagship, donc c'est une initiative sur les technologies quantiques, une flagship qui a été créée en 2018 avec un agenda stratégique de recherche qui a été développé sur ces sujets. Et un flagship sur le graphène qui est un peu plus ancien, qui a été créé en 2013. Et là, l'enjeu de cette nouvelle programmation 2021-2027, ça va être d'accompagner les technologies TRL 3 à 5 vers des opportunités concrètes d'innovation ou vers des capacités de production. Peut-être avant de passer au partenariat public-privé que vous voyez à l'écran, vous mentionnez encore la destination 6 du cluster 4, qui est intitulé « Développement industriel éthique et centré sur l'humain ». Et là, l'enjeu, ça va être de faire en sorte que le développement des nouvelles technologies numériques prenne davantage en compte les utilisateurs finaux, les travailleurs, et qu'elles puissent soutenir l'innovation sociale. Donc là, les appels à projets porteront sur des modèles d'IA fondés sur la confiance, des modèles d'Internet plus décentralisés, un leadership à prendre sur les technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, des environnements immersifs, et puis de renforcer le lien entre les développeurs de technologies et le reste de la société. Des sujets également en intelligence artificielle, sur la santé, beaucoup sur ces appels. Tout à fait, oui, exactement. On retrouve les enjeux sociétaux qui sont liés au développement des technologies IA. Donc voilà, c'était pour les principales destinations du cluster 4. Il y en a d'autres, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans les détails, mais sur l'espace, sur les applications spatiales. Pour le cluster 4, c'était ce dont je voulais vous parler. Maintenant, il y a aussi le cluster 3 qui a un volet cybersécurité, et avec une destination 4 dédiée à ces sujets-là. Et là, l'objectif, c'est de protéger l'Union européenne des menaces et des cyberattaques, de renforcer la protection des infrastructures européennes des attaques malveillantes qu'il pourrait y avoir, en identifiant au mieux les menaces et en détectant les intrusions. Et puis, donc on l'a mentionné tout à l'heure, on retrouve la transition numérique dans de nombreux volets, et dans presque tous les volets, je pense, du programme Horizon Europe. On ne va pas tous les citer, mais on peut peut-être mentionner le cluster 1, sur la santé, qui a sa destination 5 dédiée aux nouveaux outils, technologies et solutions numériques pour les traitements de santé, pour les soins ou les dispositifs médicaux. Ou encore le cluster 6, qui a une destination dédiée aux solutions numériques pour tous les enjeux liés au Green Deal, au Pacte vert, pour permettre aux acteurs européens d'atteindre leurs objectifs de neutralité climatique. Voilà pour les projets collaboratifs dans le cadre du programme Horizon Europe. Il y a aussi un outil un peu particulier qu'on voulait vous présenter aujourd'hui sur les partenariats publics-privés. Ces entreprises conjointes sont mises en place par la Commission européenne en partenariat avec des États membres ou avec des acteurs privés européens. Et ensemble, ils vont définir les stratégies de recherche et d'innovation qu'ils veulent mettre en place et aussi contribuer financièrement aux appels à projets. Donc on va retrouver des programmes de travail spécifiques pour ces partenariats. Et donc c'est de nouvelles opportunités d'appel à projets pour vous qui là vont être un peu décalés dans le temps par rapport au reste du programme Horizon Europe, puisqu'on attend un lancement plutôt à fin 2021 ou plutôt début 2022. Ces partenariats ont une autonomie de gestion, comme je l'ai dit, elles vont pouvoir définir leurs propres priorités. Les taux de cofinancement peuvent être aussi un peu différents du reste du programme Horizon Europe.
Sur les thématiques qui nous intéressent aujourd'hui, il y a trois principaux sujets. Le calcul de haute performance, qui va se retrouver dans le partenariat Euro-HPC, qui est en cours d'installation. Le secrétariat a été là pour le coup inauguré au début du mois de mai à Luxembourg, qui va, ce programme de travail va financer des nouvelles technologies dans le calcul de haute performance, et puis tout l'écosystème qu'il peut y avoir autour. Je pense qu'on pourra y revenir peut-être tout à l'heure avec l'un des intervenants de la table ronde. Un sujet aussi sur les réseaux et services intelligents, qui va permettre de développer les futures technologies de communication et notamment de se projeter dans la 6G. Et enfin, un partenariat sur les technologies numériques clés, sur notamment les composantes et les systèmes électroniques au niveau européen, et notamment leur design, leur production et leur intégration dans des systèmes ou dans des logiciels. Merci Antoine. Est-ce que du coup, en fait, on peut passer peut-être à quelques questions maintenant Bonjour Antoine, bonjour Isabelle, merci pour la présentation. Antoine, oui, une question, je regroupe deux questions remontant du chat. Donc déjà, est-ce qu'il y a des différences majeures entre le programme Horizon Europe et les programmes que tu as mentionnés, Europe numérique et le MIE? Et deuxièmement, peut-être en question annexe, est-ce que c'est le même fonctionnement de soumission que pour Horizon Europe, c'est-à-dire ça sera sur la même plateforme pour les deux autres programmes, ou est-ce qu'on aura une autre procédure à suivre? Alors peut-être pour commencer par la deuxième question, oui, ce sera plus ou moins la même procédure. La Commission européenne a voulu harmoniser ce qui existe dans tous ces programmes. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure le programme Funding and Tenders, qui va regrouper tous les appels à projets des différents programmes, dont Horizon Europe, Europe numérique notamment. Et ensuite, il y a une forme d'harmonisation sur la procédure, avec des modèles communs d'accords de subvention qui ont été développés, avec peut-être certaines spécificités, mais il y aura une trame commune pour tous les programmes. Et sur la première question qui a été posée, si on résume un peu schématiquement, Horizon Europe, ça va être le développement et de nouvelles solutions, de nouvelles technologies. Et Europe numérique va arriver un peu après pour tester ces nouvelles technologies et leur permettre de se déployer dans des cas concrets ou sur les territoires européens. Et concrètement, est-ce qu'on est sur du monoporteur ou uniquement collaboratif? On a les deux. Je pense que c'est surtout ça, les conditions par rapport à l'accès à ces deux programmes, MIE et Europe numérique. Alors, c'est à peu près la même chose. Alors, évidemment, il va falloir regarder dans les programmes de travail. Ça peut varier d'un appel à projet à l'autre. Mais globalement, on va aussi retrouver des projets en consortium, des projets multi-bénéficiaires, et puis des mécanismes qui vont être peut-être un peu différents par rapport à Horizon Europe, puisqu'il y aura un peu plus d'appels d'offres, et pour le MIE, des instruments financiers qui seront ajoutés aux subventions. Ok, super, merci. Merci Kylian. Merci Antoine et merci Kylian pour ces questions. Donc, je vous propose maintenant de passer à la table ronde. Donc là, on va vraiment aller sur des témoignages et des cas concrets finalement d'application de ces programmes de recherche. Donc merci à vous trois de cette participation. On va commencer par Julien Castet. Donc Julien, vous êtes directeur de recherche et immersion. Votre sujet de prédilection, c'est vraiment la 3D, l'imagerie associée et l'interaction homme-machine. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots finalement comment s'est faite votre expérience à l'Europe? Comment ça s'est passé? Alors oui, tout à fait. Alors immersion, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une PME bordelaise qui travaille essentiellement sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les outils de collaboration. Pour nous, l'aventure Europe, ça a démarré il y a déjà quelques années, il y a plus de 10 ans, et ça a été vraiment un vrai levier je dirais, d'agilité, c'est-à-dire que ça n'a pas permis à la société de se monter, de se créer, mais ça a vraiment permis à la société de se réinventer et au quotidien, en fait, c'est une opportunité pour nous de
de rencontrer des nouveaux usages, de tester des nouvelles technologies. Voilà, c'est essentiellement sur ces deux aspects que l'Europe est vraiment indispensable à notre quotidien aujourd'hui. Très bien, merci Julien. Samuel Thibault, vous êtes en fait chercheur dans un domaine très particulier. Enfin, vous allez nous expliquer ça, le calcul haute performance, toute une histoire. Donc, comment s'est fait justement votre implication dans des projets européens? Est-ce que vous avez été à l'initiative ou est-ce qu'on est venu vous chercher en tant que partenaire, par exemple? Alors effectivement, je suis à la fois enseignant et chercheur. C'est un statut un peu particulier qu'on a dans les universités où on donne des cours effectivement, mais on a de la recherche à moitié temps aussi. Alors à Bordeaux, on a à la fois l'université et l'INRIA qui sont présents côte à côte finalement. Donc le Labri côté universitaire et INRIA côté Institut national. Et au final, même si je suis embauché par l'université de Bordeaux, je suis présent physiquement dans le laboratoire INRIA. Et donc, je participe aux travaux de recherche d'une équipe INRIA. Alors, ça fait une douzaine d'années maintenant. Effectivement, j'apporte ma pierre dans le calcul haute performance, donc ce qu'on appelle le HPC. L'idée, c'est qu'effectivement, la simulation aujourd'hui, c'est essentiel pour toutes les sciences en fait aujourd'hui. Par exemple, on a un contrat avec Airbus qui par exemple travaille sur la réduction des bruits d'avion et donc il y a besoin de simulation pour ça, pour vérifier comment réduire les bruits. Et donc nous, notre positionnement est assez particulier, c'est que on ne travaille pas directement avec l'application, on va prendre une application et s'occuper qu'elle fonctionne correctement sur les machines de calcul. Parce que les machines de calcul sont très compliquées, avec des types de calculateurs à l'intérieur, des composants, des processeurs qui ont des types différents éventuellement, et donc on s'occupe de déterminer quel calcul doit aller sur quel composant, à quel moment transférer les données entre les deux. Et donc, de fait, on est assez souvent sollicité en fait pour les projets européens parce qu'on fournit une brique de base pour le fonctionnement du calcul, donc que ce soit pour le premier projet auquel j'ai participé en 2010, où c'était vraiment le questionnement à l'époque, c'était tout nouveau à l'époque d'avoir plusieurs puces et en plus encore des puces de types différents, certaines qui sont très efficaces pour certains types de calculs, d'autres pour d'autres, et donc comment gérer effectivement entre cette hétérogénéité des espèces de cerveaux qui sont à l'intérieur de machines. Donc ça a été un premier pas, et puis plus tard, quand on a eu un projet qui s'appelle Exato Pro, qui est en train de se terminer, l'idée en fait c'était presque de continuer à partir de là. D'ailleurs, on a un partenaire avec qui on avait beaucoup travaillé à l'époque du projet Paper, donc il y a une dizaine d'années, et avec lequel on a continué sur le projet Exato Pro. Et puis on a deux projets qui démarrent maintenant, qui finalement repartent finalement des perspectives qu'on avait qu'on était en train de terminer là actuellement sur notre projet qui se termine, et qui nous permet d'aller plus loin. D'ailleurs, un des doctorants qui termine sa thèse, eh bien, a fait un exposé dans le projet qui démarre tout de suite. Donc c'est vraiment la transmission finalement des résultats passés pour continuer sur l'avenir. Donc on voit une belle histoire avec, si j'ose dire, un cercle vertueux. Hein. En fait, un projet en entraîne un autre, et puis effectivement, une fois qu'on a commencé, finalement, on ne s'apasse plus de ces projets européens. C'est ça que je retiens de votre histoire. Merci Samuel. Et donc Monsieur Sauvron, donc vous êtes vraiment dans le cœur du sujet de la cybersécurité, donc à XLIM, dans cette équipe Cryptis. Donc voilà, je vous laisse nous parler de la cybersécurité, vaste sujet s'il en est, et éminemment stratégique, d'autant plus pour notre souveraineté européenne. Tout à fait. Donc, bonjour. En effet, la cybersécurité, on a parlé de toutes les initiatives là, de l'Europe pour aller vers la transition numérique, et on le voit bien dans l'actualité tous les jours. Hein, dès qu'on va vers une transformation numérique, et les criminels ont tendance à s'y intéresser parce que c'est plus facile, moins coûteux aussi pour eux en termes de peine si jamais ils se font attraper, que de venir sur ce domaine-là. Et donc la problématique cybersécurité, elle va de pair dès qu'on parle de transition numérique, de transformation numérique. Et pour ça, on a de la chance à Limoges d'avoir
35 ans d'expérience, hein, ça a été la première formation dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est impliqué dans un projet européen, le projet ALC, Aircraft Light Communication, qui est un projet qui a ceci d'intéressant, c'est qu'il n'est pas dans le programme principal, hein, il est dans une entreprise conjointe, Joint Undertaking, donc qui s'appelle Clean Sky, qui est piloté par les industriels du domaine de l'aéronautique, donc entre autres Airbus. Et dans ce contexte-là, c'est assez intéressant sur comment on est arrivé dans ce projet. On avait un industriel qui s'appelait Factem, qui fabrique des casques pour les pilotes. Et dans ce projet, au départ, il y avait une entreprise, Lucium, qui devait travailler sur toute la partie communication par voie lumineuse, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le LiFi, hein, Light Fidelity, qui, contrairement au Wi-Fi, a des propriétés intéressantes. Il ne passe pas à travers les obstacles, donc dès qu'il y a un mur, c'est assez contenu. Sauf que, et heureusement pour nous, Philips a racheté cette société, et le rachat de cette société, ils leur ont dit d'abandonner cette initiative, ce projet européen qui était financé, qu'ils n'avaient pas commencé. Et donc là, Factem est venu à la recherche de partenaires. C'est comme ça qu'Xlim est rentré, parce qu'on était connu pour l'utilisation de cette technologie plutôt à bas débit pour remonter en particulier des données de santé. Donc vous voyez, c'est même pas par l'aspect cybersécurité, sauf que quand ils sont venus nous rencontrer, on leur a expliqué, et puis l'aspect cyber, on pouvait traiter la totalité de ce qui était dedans. Et on s'est adjoint les services de la société qui a inventé cette technologie, qui est le LiFi, qui est Pure LiFi, qui est basé à Édimbourg. Donc l'objectif, c'est de connecter dans le cockpit, donc pour les pilotes, leur casque, pour également remonter des données de santé monitorées, et puis une tablette qu'ils ont pour les données de vol. Donc c'est un beau défi qui répond à des problématiques industrielles, et c'est vrai que c'est des choses qu'on aime bien faire dans l'équipe. C'est pas se faire plaisir pour faire de la sécurité pour faire de la sécurité, même si on fait tout le post-quantique, la cryptographie post-quantique, mais essayer d'être en lien avec les entreprises. Et là, c'était une opportunité d'avoir un impact sur l'aéronautique de demain. Parfait, et merci pour cette explication, Monsieur Sauvron. Alors, je vais revenir en fait à Julien, plus spécifiquement sur vos activités donc, liées à l'imagerie 3D, à l'interaction homme-machine. Comment vous utilisez finalement les projets européens pour développer votre recherche ? Dans l'équipe, quand on se lance dans un projet européen, il faut savoir qu'on en a fait à peu près une douzaine aujourd'hui, hein. On a notamment en cours un projet qui s'appelle Evolve 5G et un projet qui s'appelle Tactility. Donc, l'un est plutôt pour explorer des usages, et c'est un des intérêts parfois des projets européens. Et c'est en interne, c'est un peu un label que moi je mets, c'est-à-dire est-ce que j'explore plutôt l'usage ou est-ce que j'explore plutôt la techno. Là, dans le cas d'Evolve 5G, clairement, on va essayer d'adapter des outils qu'on a, d'expertise à distance, de réalité augmentée, qu'on a déjà développé, mais on essaie de le porter sur la 5G et de questionner cet usage de la 5G chez nos utilisateurs. Après, il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus focus techno et où on se dit, ben tiens, nous, Immersion, en tant que revendeur de techno liés aux technologies immersives, on peut aussi explorer de la techno, de la pure techno. Et on a, par exemple, Tactility, qui est un projet européen qui explore la capacité de gants de données à restituer la perception du toucher. Donc, essayer de voir comment on peut exciter la peau pour essayer de restituer un peu cette idée du toucher avec des gants qui permet d'interagir avec un monde numérique. Donc, l'Europe, pour nous, hein, c'est vraiment ces deux, c'est ambivalent. Il y a vraiment ces deux possibilités. Soit je rencontre des nouveaux utilisateurs, soit je vais à la recherche de nouvelles technos. Et dans le premier cas, donc c'est un bon exemple que vous avez ici là. Vous voyez, c'est une table, donc c'est une table tactile. Hein, j'ai mis le drapeau européen exprès. C'est une table tactile et un logiciel qui a été développé en tout cas initié sur des projets européens. Et ça a démarré justement avec la rencontre de toute une communauté et d'un domaine qu'on ne connaissait pas, qui était le domaine de la gestion de crise.
Donc on a rencontré les ministres de l'Intérieur suédois, les marins-pompiers de Marseille, les pompiers de l'aéroport de Schiphol, enfin je ne vais pas tous vous les citer, où leur problématique était de partager de la donnée, de la partager de manière un peu transparente, simple, la donnée était hétérogène, et donc on était vraiment issus de la réalité virtuelle, mais on avait ce sentiment que ces utilisateurs-là avaient quelque chose quelque chose pouvait émerger de nos échanges, et donc on a exploré ensemble nos compétences en interaction machine, leurs besoins, et on a abouti à la création d'un produit. Donc ça, c'est une table tactile qui permet de faire des réunions. Vous avez un logiciel dessus qui s'appelle Sharing, alors qui est passé, hein, vous en parliez tout à l'heure, notamment c'était en introduction, il y a différents types de projets, hein, donc on a commencé avec des projets extrêmement exploratoires, où justement l'Europe demande des niveaux de TRL assez bas, donc on fait des proof of concept, on fait des choses comme ça. Et puis après on est monté, donc on a fait plutôt des projets plus d'innovation avec un niveau de TRL plus élevé. Et puis après on a continué sur les fonds FEDER, où là vraiment on a passé un cap d'industrialisation. Et puis aujourd'hui on a un produit, hein, il y a une équipe chez nous maintenant qui est dédiée qu'à ça, et qui a vraiment bouleversé la vie d'immersion. Donc c'est pas juste un relais financier, c'est un vrai guide dans la vie de l'entreprise, quoi. Une vraie transformation de l'entreprise. Donc je comprends en fait, vous avez démarré avec plutôt des sujets de recherche, hein, donc faible TRL, hein, donc c'est ça que ça veut dire, avec donc des laboratoires en collaboration sur des programmes collaboratifs. Oui. Et puis, alors, justement, là aussi, des collaborations qui sont trans-européennes, enfin voilà, avec des partenaires au-delà des frontières nationales. Donc ça vous a servi dans votre quotidien, en fait, quels ont été les challenges associés à ça? Alors, les challenges, c'est vrai que quand on fait face à des nouveaux utilisateurs et à des domaines un peu en rupture, on a tendance à se raccrocher à notre savoir-faire. Et en fait, de mettre en avant notre savoir-faire dans un domaine où on nous attend pas potentiellement, ça constitue une vraie rupture, quoi. On est vraiment on arrive avec des mots différents, avec un langage différent. Alors déjà, le passage en anglais, bon, ça constitue un vrai challenge dans l'entreprise, hein, d'essayer de s'ouvrir un peu open mind, quoi. On essaie de s'ouvrir un peu aux autres et pas d'être dans son quotidien focalisé. Et donc ça permet vraiment de se rendre compte que proche de nos domaines de prédilection, il y a des choses potentiellement qui émergent, et d'être entre guillemets au courant avant les autres, avant même la concurrence, de ces besoins émergents. Et typiquement, la collaboration, on a commencé en 2010, si je me trompe pas. Aujourd'hui, alors 2020, c'est avec le Covid, ça s'est encore plus accéléré, mais c'est vrai que cette problématique de collaboration a pris le dessus sur le côté immersif. En fait, le côté immersif a émergé et s'est créé, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est maîtrisé par beaucoup d'acteurs. Mais le côté collaboratif, on s'est rendu compte, en tout cas la majorité s'est rendu compte un peu tardivement que le collaboratif c'était indispensable dans un contexte opérationnel d'une entreprise. Et donc du coup, nous on avait cette brique, on avait ce coup d'avance qui pouvait sembler un peu fou à l'époque, mais qui aujourd'hui prend tout son sens chez tous nos clients, hein. Donc c'est-à-dire que même nos clients historiques aujourd'hui se disent, ah ouais, Immersion, en fait ils avaient prévu le coup, et ils ont des outils aujourd'hui un peu solides sur ces aspects-là. Donc c'est un vrai challenge, un vrai pari, avec un risque minimal puisque l'Europe nous aide. Et donc ça permet de se préparer à être en avance sur pas mal d'acteurs. Je vous cite un acteur assez intéressant en 2012 justement, où nous on avait déjà commencé à travailler sur ces surfaces tactiles, la collaboration dans les process un peu internes au design chez nos clients, etc. Microsoft est venu nous voir à l'époque. Microsoft n'avait pas Teams, Microsoft faisait un système d'exploitation, point. Il est venu nous voir, il a vu nos tables, il s'est dit, voilà, vos tables, on a pu être un peu repérés aussi comme des gens en avance de phase sur ce sujet-là. On s'est retrouvés à Paris, dans leur showroom, c'était nos tables, notre logiciel. Enfin, donc l'Europe aussi faisait un peu la nique aux États-Unis grâce à ça. C'est à notre échelle, hein, c'est pas. Mais quand même, pour nous, ça nous a donné une belle visibilité et ça nous a permis vraiment de grandir
sur ces aspects-là. J'en profite justement pour ces aspects un peu utilisateurs, pour dire s'il y a des gens qui nous écoutent, à l'Europe, une des choses qui nous a le plus apporté, c'est les utilisateurs en fait. Donc il faut savoir que il n'y a pas que les entreprises qui fournissent de la techno qui peuvent participer à des projets, hein. Des utilisateurs, des gens qui ont des besoins, des pompiers, des associations, tout un tas de types d'utilisateurs peuvent avoir vraiment une valeur ajoutée à participer à un projet. Donc vous pouvez être financé pour témoigner de vos besoins et pour vraiment essayer de faire en sorte que certaines technos aillent dans votre sens. Et ça, c'est assez compliqué de trouver des utilisateurs. Donc s'il y a des gens qui nous entendent, n'hésitez pas à vous reprocher comme des gens comme le pôle RLH, Alpha RLH, qui vraiment sait faire le lien avec les fournisseurs de techno. Donc c'est l'Europe, enfin les projets européens, c'est ça, hein, c'est des utilisateurs, des fournisseurs de techno, c'est différentes langues, voilà, c'est une mixité. Donc tout le monde a sa carte à jouer, je pense. Et de la recherche et de l'innovation d'excellence, hein, je dirais également, oui. Un petit point en fait que vous n'avez pas souligné, en fait, Julien, qui concerne aussi le taux de financement, qui est quand même très très intéressant à l'Europe, hein, vu que vous avez quand même une belle expérience sur ces sujets-là. Donc voilà, sur des projets collaboratifs H2020 pour une entreprise, c'est maximum 70% sur des sujets qui sont plutôt innovation action, donc pour des produits assez proches du marché. Et puis ça peut être 100% pour des projets plus bas en TRL, en fait, plus on va dire, axés recherche. Donc, exactement. merci. Exactement. Pardon, Julien, je vous en prie. Non, mais c'est exactement ça. Dès que le risque est haut, effectivement, l'Europe subventionne à 100%. Donc, voilà, c'est tout bénef, quoi. Tout à fait. Donc, on comprend en tous les cas, grâce à vos exemples, effectivement, l'intérêt de la participation à l'Europe au tout début, en fait, pour faire maturer sa recherche, et puis ensuite pour faire évoluer votre stratégie de développement des produits, hein, puisque c'est bien ce que j'ai compris de vos exemples. Vous avez fait preuve d'agilité liée aux usages qui sont apparus en fait dans ces groupes de travail. Donc notamment, je pense à votre table collaborative, effectivement, sur des processus décisionnels, par exemple. Voilà. Et alors, juste un petit point, d'après ce que j'ai vu dans le Horizon Europe, là, il y a beaucoup de projets sur la thématique Extended Reality. Oui, donc je suppose exactement. que vous êtes positionné sur ces projets-là. Oui. Oui, tout à fait. L'Europe, autant lors du dernier programme cadre, ils avaient un peu raté le coche, ils avaient essayé de se rattraper un peu en fin de programme. Autant là, il y a beaucoup de calls dédiés vraiment à ce sujet-là, qui lie aussi la cybersécurité, hein, qui lie tous ces sujets-là, forcément, comme le disait tout à l'heure l'autre personne de la table ronde, c'est forcément lié. Donc aujourd'hui, il y a des calls, notamment dans le cluster 4, qui sont vraiment dédiés à ça. Et j'engage tout le monde à pas hésiter à se rapprocher de nous ou justement de vous, de tout le monde, pour travailler ensemble aussi. La Nouvelle-Aquitaine a sa carte à jouer dans ces financements-là. Oui. Merci Julien. Alors nous allons passer en fait à Samuel Thibault. Donc on va quitter le domaine de l'entreprise pour aller plutôt dans le domaine de la recherche en fait sur l'HPC. Donc Samuel, vous avez une riche expérience, on l'a entendu en fait, dans de nombreux programmes de recherche avec des colorations différentes. En fait, on ne va pas rentrer forcément dans le détail de ces différents projets-là, mais bon, ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir finalement quelles sont les différences avec les projets nationaux type ANR par exemple, quels sont les plus et les moins finalement d'une participation à l'Europe par rapport à un projet national que nos chercheurs connaissent bien type ANR au jour d'aujourd'hui, parce que je sais que ça a beaucoup évolué, hein, mais... Alors évidemment, la différence principale, c'est quand même la dimension, c'est-à-dire que le budget est bien sûr bien plus imposant pour un projet européen, et en contrepartie, du coup, c'est un montage plus lourd, à la fois sur le montage, le dépôt de proposition lui-même, mais aussi de monter le consortium, hein. Trouver des partenaires en Europe, c'est quand même plus compliqué. Et après, au jour le jour, l'administration, les délivrables, c'est effectivement plus lourd. Mais c'est vrai que ces grands projets apportent quand même un intérêt, on va plus loin. Alors on pourrait se dire, parce que quand on a l'habitude des projets ANR, on connaît en général les partenaires, on est un peu dans un petit monde, on va chercher des gens qu'on connaît en Europe, en France justement, et on pourrait presque se retrouver dans une situation où on reste avec juste des gens qu'on connaît, alors qu'en Europe peut-être
c'est des gens qu'on connaît moins et c'est vrai que le montage des projets, pour le coup, est plus délicat parce qu'on ne connaît pas forcément les gens, il faut discuter en amont pour être sûr d'avoir la même vision en fait de là où on veut aller, là où on veut aller et on pourrait se dire, à chaque fois, il faut recommencer avec des nouveaux partenaires. Alors moi, quand j'avais fait mon premier projet européen, je débarquais un peu et c'était un peu ça l'impression que j'avais. Mais après, quand j'ai fait un deuxième projet européen, bah, il y avait un partenaire qui était le même, hein, qu'on a retrouvé, qu'on a pu continuer effectivement ce qu'on avait commencé, mais évidemment d'autres partenaires. Et donc, même s'il y a moins cet effet petit monde, on retrouve quand même des gens et des fois, on a l'impression que c'est presque par hasard. C'est-à-dire que les 2 projets qu'on suivi là, qui commencent tout juste, mais quand j'ai regardé la liste des partenaires, j'ai pas participé à la construction, mais quand je me suis retrouvé raccroché parce que c'était la suite logique finalement de nos projets de recherche dans l'équipe, mais j'ai reconnu, je me suis dit: «Ah mais celui-là je connais, celui-là j'ai déjà discuté avec lui dans telle conférence». Voilà, au final, l'effet petit monde est moins présent qu'en France seulement, mais on retrouve des gens. Bien Et sûr. du coup, ça permet aussi que bah, les projets fonctionnent hein, parce qu'on se connaît quand même un peu. Après, donc l'intérêt quand même d'aller chercher plus loin que les gens qu'on est proches, c'est sur les thématiques sur lesquelles on travaille, donc pouvoir faire fonctionner des machines, alors qui sont aujourd'hui énormes. On parle de exascales, c'est des machines monstrueuses et avec une structure qui est pas évidente et qu'on n'a pas envie d'aller programmer à la main, dire à chaque composant ce qu'il doit faire. Donc du coup, ce qu'on propose dans notre équipe de recherche, c'est une manière de programmer qui est un peu avant-gardiste, qui est connue théoriquement depuis très longtemps. En fait, ça fait depuis 1950-60 que la formalisation existe, que des mathématiciens s'y intéressent, mais que des gens du HPC s'y intéressent vraiment, c'est que depuis 2010 à peu près. Et effectivement, le premier projet qu'on avait fait, c'était vraiment l'idée de essayons d'amorcer quelque chose. On ne sait pas si ça va marcher, comment les gens vont la programmer, etc. Et c'était pas évident à l'époque de trouver des partenaires qui se disaient essayons, dépensons du temps sur cette manière de programmer les machines qui n'est pas tellement conventionnelle, qui est pas habituelle, qu'il va falloir peut-être reformer les utilisateurs pour programmer différemment. Et donc, se limiter à la France, ça aurait été peut-être pas évident de trouver des gens. Alors qu'aller vers l'Europe, ça permet d'ouvrir finalement le nombre de partenaires potentiels et élargir donc le carnet d'adresses finalement. Donc ça a bien marché effectivement avec des collaborateurs en Suède qu'on a retrouvés ensuite dans le projet qui vient de se terminer. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est sur les partenaires industriels, ça permet de monter d'un cran aussi. C'est-à-dire qu'on travaille avec Airbus, avec le CEA en France, par exemple, mais dans le cadre du projet européen Pepper, donc il y a une dizaine d'années, on a pu intégrer le Intel qui à l'époque nous parlait de leur processeur Mike. Alors on ne connaissait pas ce processeur-là à l'époque, on se disait qu'est-ce que c'est. Et en fait plus tard ça a été connu sous le nom du processeur Xeon Phi. Donc en fait on a eu accès en avant-première finalement à la technologie et apporter un feedback à Intel sur la manière dont on pense qu'il peut fonctionner, comment est-ce que ça peut nous être utile. Donc il y a eu un cran supplémentaire en termes de collaboration industrielle. Et alors, plus personnellement, là, je voudrais savoir finalement, dans la carrière d'un chercheur, est-ce que c'est valorisé finalement cette expérience à l'Europe? Comment c'est valorisé? Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Au-delà, je dirais, du retour en fait, personnel de curiosité, parce que je pense qu'il y a quand même cet aspect-là aussi qui est intéressant. Mais voilà, en termes pour votre carrière, qu'est-ce que ça vous a apporté en fait, cette participation à l'Europe? Alors, effectivement, très personnellement, c'est intéressant parce que du coup, comme on fait des réunions un peu partout en Europe, ça donne l'occasion de voyager, de rencontrer des gens de pays différents. Mais d'un point de vue carrière, s'attaquer à des projets de plus grande ampleur comme ça, mais déjà, ça nous donne accès à des machines de calcul peut-être de grande dimension auxquelles on n'aurait pas accès autrement, parce qu'avec un gros projet, on est effectivement légitime à aller demander de grandes ressources. Donc ça permet de confronter ses propres recherches à un cadre assez grand. Après, plus concrètement, ça permet d'établir un carnet d'adresses finalement. C'est-à-dire que en participant à plusieurs projets comme ça, en voyant des différentes personnes, parce que chacun va amener un partenaire qu'il connaît, et donc on agrège finalement
les connaissances. Ça nous donne des idées de quand on a une relecture d'article à faire, quand on a quelqu'un qui nous demande est-ce que tu connaîtrais un partenaire pour faire tel projet, quand on veut envoyer un doctorant en post-doctorat quelque part à l'étranger, on peut dire à notre doctorant bah, dis-moi quel pays tu veux. Et je suis sûr, soit je connais quelqu'un directement, soit je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc effectivement, au final, quand on cherche à élargir, par exemple, pour les relectures d'articles, pour que la recherche soit effectivement bien validée par des comités d'experts qui soient vraiment larges, qui ne soient pas concentrés sur certains pays, c'est utile d'avoir un carnet d'adresses vraiment très large, se dire, ah attention, j'ai beaucoup de relecteurs qui sont plutôt dans telle partie de l'Europe, mais je connais quelqu'un qui est dans telle autre partie de l'Europe. Et donc, ça permet d'équilibrer finalement, donc faire du réseautage finalement. Mhm. Après, d'un point de vue plus concret au niveau du travail lui-même, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des gens éventuellement très différents, qui ont des idées différentes selon les pays. C'est pas forcément les mêmes approches. On l'a vu de manière très criante avec des collaborateurs japonais qui, eux, se cassent pas tellement la tête pour optimiser leurs calculs, parce qu'il suffit qu'ils mettent plus de machines sur l'étagère et puis ça leur coûte pas cher. Donc, bon, ok. Mais après, entre les Suédois qui apportent une rigueur vraiment extrême sur la manière de programmer, des Grecs qui vont être plus dans les idées un peu folles peut-être, ça permet de mélanger en fait toutes ces idées et de sortir beaucoup plus riche finalement dans les réflexions qu'on a sur nos thématiques. Après, sur le CV lui-même, c'est sûr que ça apporte une énorme pierre. C'est-à-dire que quand on dit que on a été, alors pas forcément responsable du projet lui-même, mais au moins responsable local, ce qui veut dire quand même coordonner avec les autres, être responsable de work package, de délivrable. Quand on écrit ça sur le CV, ensuite, quand on va présenter une proposition de projet ANR ou des promotions simplement, c'est sûr qu'on a un gros coup de tampon qui permet de progresser beaucoup plus vite dans notre carrière. Merci Samuel. Donc, je vais me tourner vers Damien. Donc, Damien, en fait, est-ce que vous pouvez en fait témoigner justement pour votre expérience personnelle que vous apportez la participation à ces projets européens. Donc, vous avez cité le projet ALC par exemple, donc, qui est un projet Clean Sky. Est-ce que voilà, quel a été Alors, l'apport de ma carrière personnelle, oula, il y a un retour de coup. Aujourd'hui, il est neutre, j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est beaucoup de temps passé, d'investissement pour se parler, puisqu'on est multi-thématique. Néanmoins, je pense qu'il y aura d'autres projets derrière qui vont sortir. On le voit, voilà, les premiers résultats déjà ont quelques échos et sont reconnus par des industriels qui viennent nous chercher pour d'autres projets. Donc ça, c'est un premier point par rapport à ce que j'appellerais la carrière. Par contre, clairement, ça va permettre de rebondir sur un certain nombre de points. Juste un Oui, complément, Monsieur Sauvran. J'avais lu un article qui disait qu'effectivement, quand on participait en tant que chercheur à des projets européens, on publiait beaucoup plus et dans des journaux en fait de rang supérieur, de rang A. Alors, je sais que vous êtes au tout début de l'histoire, donc, mais vous avez aussi une casquette d'expert évaluateur. Et donc là, je pense que vous avez des témoignages intéressants à nous apporter sur ces sujets-là, j'imagine. Alors, sur ce second point, ce sera plus facile. Je reviens quand même néanmoins sur le premier. Alors, oui, on va publier dans des bons journaux. Néanmoins, pas forcément dans notre discipline, parce que comme justement on est à l'interface, je vois là, on a sorti 3 articles dans des très bons journaux, mais est-ce qu'ils vont être reconnus par le Conseil national des universités pour ce qui me concerne? Je suis pas certain. Et inversement, on va sortir des articles bientôt cybersécu qui vont plutôt être dans des domaines qui me concernent et peut-être qui seront moins impactants pour les collègues. Après, c'est bon, voilà, c'est intéressant. Éventuellement, je veux bien prendre en effet cette casquette d'expert européen, peut-être essayer de donner quelques conseils pour essayer de faire un projet réussi. Donc, un projet réussi, je pense que ça commence déjà dès la phase de veille, ce que sont en train de faire les auditeurs qui sont là. Identifier tout de suite des thématiques qui nous intéressent. Donc, parmi tout ce qu'a présenté Antoine Bidault,
aller regarder ce qui existe et être proactif. Ne pas attendre que on vienne vous solliciter, qu'on vous dise, et au fait, dans 3 mois, il y a quelque chose qui va commencer. Sinon, vous arriverez peut-être à faire une proposition qui sera peut-être dans les clous, mais il y a peu de chances que vous soyez sélectionné. Le taux de pression à l'Europe, hein, il est assez énorme. Je pourrais revenir dessus tout à l'heure. Donc c'est faire de la veille. Cette veille, c'est tout de suite commencer à regarder les drafts. Dès qu'il y aura les versions finales qui seront sorties, également les suivre. Participer aux infodés. J'étais assez frappé lors de ma première expertise, lors de la première séance d'expertise dans laquelle on m'a sélectionné. A priori, alors pourquoi j'y étais déjà parce que je pense que c'est une certaine reconnaissance, on va dire, de la qualité de ce qu'on peut faire. J'ai eu la chance d'y retrouver parmi les 40 et quelques participants où on était sur cette session plusieurs collègues que je connaissais déjà. Donc ce qui permettait aussi, alors pourquoi j'y étais, pour augmenter mon réseau, pour voir aussi de l'intérieur tous ces mécanismes d'évaluation et être capable de faire les propositions derrière les plus pertinentes. La première chose qu'on nous a demandé quand on a fait ces réunions de présentation, c'est de nous présenter finalement le work programme. Et parmi ce work programme, quand on nous l'a présenté à nous experts, quelque chose m'a frappé, c'est qu'il y avait des choses qui n'étaient pas écrites dans le work programme, qu'il fallait prendre en compte. Et je me souviens, il y avait des items, et puis il y avait des sous-items. Et on nous a dit, si tous les sous-items ne sont pas adressés, globalement, le projet, il est nul. Et ça avait été écrit nulle part. Par contre, ça avait été dit dans un infodé. Donc, en effet, quand on allait se replonger, je pense que ceux qui y ont participé, ils avaient un petit avantage. Après, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est comment sont jugés les projets européens, parce que c'est bien de soumettre un projet, mais honnêtement, si c'est soumettre pour soumettre, c'est pas la peine. Il y a les critères d'évaluation, ils sont connus. Ça va être l'excellence, l'impact, et puis la troisième grande thématique, c'est la qualité et l'efficacité de l'implémentation. Alors je vais revenir sur l'excellence, parce que c'est vraiment un critère fondamental, hein, même si les trois sont évalués sur des notes de 0 à 5. De toute façon, il faut se dire que si vous avez un 4 globalement sur un de ces trois critères, vous avez peu de chances de passer. Donc il faut vraiment être à 4,5 ou 5. Donc l'excellence. L'excellence, c'est le maître mot. Donc il y a un work programme, il faut répondre au work programme. Il ne s'agit pas d'aller se faire plaisir, entre guillemets, et faire de la recherche qui n'est pas dedans. Hein. Il faut vraiment répondre à minima à tout le work programme. Si vous voulez, vous pouvez avoir des choses supplémentaires, mais si vous n'avez pas la totalité du work programme, si vous n'adressez pas la totalité, en tout cas de la thématique, vous avez quand même assez peu de chances de ressortir avec des notes correctes. Et dans cette qualité, dans cette excellence, le consortium, c'est un point fondamental, donc à travailler le plus tôt possible, j'ai envie de dire. Alors pour ça, soit dans les infodés, ça permet justement de faire des rencontres. Il y a aussi un point qui me semble très important, c'est que vous avez la possibilité éventuellement de passer par des cabinets qui vont vous aider à rédiger ces propositions. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est que la qualité de la rédaction, elle va impacter finalement aussi le résultat. Alors pourquoi elle va impacter le résultat? Les experts, ils ont un temps qui leur est donné pour évaluer une proposition alors j'ai été invité à trois appels, j'ai pu en faire qu'un seul pour des contraintes de temps. Celle que j'ai fait, c'était il y avait 6 jours en présentiel à Bruxelles, et puis en amont, il y avait du temps dédié pour évaluer les propositions. Les propositions, le temps que vous y passez, on vous alloue un certain temps pour évaluer une proposition. Pour ce qui me concernait, on avait 0,8 jours pour lire un projet plutôt conséquent, presque une centaine, 100, 150 pages, l'analyser et écrire le rapport. 0,8 jours, si vous n'avez pas rédigé ça de manière la plus correcte possible, c'est pas à l'expert d'aller chercher. Alors, bien sûr, on va aller le faire, mais quand c'est mis en avant, forcément,
ça va faciliter, entre guillemets, le travail de l'expert, de digérer ça et de le traduire dans son évaluation. Donc ça, c'est assez fondamental et on le voit entre ceux qui ne sont pas du tout accompagnés et puis ceux qui sont accompagnés. D'ailleurs, il y a des cabinets qu'on retrouve. Hein. Je crois qu'on a eu 60 projets sur le pôle où j'étais. Il y avait 30 millions d'euros à distribuer, environ 5 millions par projet. J'ai eu la chance d'avoir 2 projets qui étaient parmi les 6 qui ont été financés, dont un qui était parfait. Hein, je veux dire, il n'y avait pas une virgule qui manquait, tout était là. On voyait l'expertise, tous les mots étaient là. Et quand je dis tous les mots étaient là, c'est-à-dire qu'on adressait tout. On était au bon TRL pour tous les points. Il y avait des partenaires qui étaient tous complémentaires. Il y avait personne qui venait dupliquer. Les utilisateurs, les cas d'usage qui ont été mentionnés tout à l'heure sont absolument fondamentaux. Et après, sur les parties impact, là, c'est essentiel également de décrire tous les impacts à court terme, à moyen terme, à long terme, d'essayer de s'insérer dans toutes les initiatives européennes, les projets pilotes, de montrer comment on va être en interaction, éventuellement en interaction avec d'autres projets. Donc, c'est bien d'avoir cette connaissance. Et cette connaissance seule, si on n'a pas l'expérience qu'ont pu mentionner mes 2 intervenants précédents, c'est dur de la construire. Et je pense que se faire accompagner, encore une fois, est très important. Et puis, ça passe par des choses qu'on peut paraître, qui peuvent paraître, comment dire, assez lourdes, mais qui sont aussi essentielles. Le data management plan, le plan de dissémination, la gestion de la propriété intellectuelle. Tout ce genre de choses, ce sont des éléments qui vont faire que votre projet aura à minima un 4, un 4,5 ou un 5 en impact et puis qui va pouvoir continuer la course. Et enfin, tout ce qui est l'implémentation, et on néglige assez souvent la gestion des risques. Qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai pu mentionner tout à l'heure, dans le cadre du projet ALC, il y a un partenaire qui a disparu, il a fallu le remplacer. Comment est-ce qu'on est capable de faire ça? Tout ça, il faut penser à l'adresser. Et c'est vraiment fondamental. Et également pour que les auditeurs aient la vision de comment ça se passe en interne, chaque rapporteur donc, va faire de manière tout à fait indépendante un rapport. Il va y avoir 3-4 rapporteurs. Et puis ensuite, on va se retrouver à Bruxelles, enfermés pendant une longue session, et on va se mettre dans des salles par projet, et on va débriefer. On va donner nos notes, nos rapports, et pendant qu'on est en train de faire ça, il y a une autre personne qui est chargée de faire un rapport de consensus. Et présent un commissaire également, qui est un officier en tout cas du call, qui est chargé de suivre que à aucun moment on ne sorte des règles, des lignes. Et ce rapport de consensus, c'est lui qui finalement va faire foi, qui derrière va passer d'ailleurs dans toute la machinerie européenne pour être sûr qu'on n'a pas utilisé un terme qui pourrait être litigieux. En parallèle de ça, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, parce que tout ce processus, il me paraît très important à connaître, il y a ce qu'on appelle du cross-reading, donc des relectures qui sont faites. Donc pendant que vous êtes présent à Bruxelles, quand vous faites rien, on vous donne du travail supplémentaire, c'est d'aller lire d'autres propositions et de venir valider finalement l'expertise du consensus. Et s'il y a un problème, il est censé être détecté et voilà. Et à la fin, il y a une grand-messe dans laquelle on passe en revue tous les projets pour s'assurer qu'il n'y a eu aucune erreur. Et je peux vous assurer que c'est beaucoup de travail, mais c'est absolument passionnant. C'est une des raisons pour le faire. Et puis surtout, je pense qu'une fois que vous l'avez fait, une fois, 2 fois, vous avez toutes les clés en main pour faire un beau projet réussi. Moi, j'ai en tête encore des projets et je sais comment je rédigerai mes futures propositions. C'est très formateur donc. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un appel en fait en ce moment justement sur voilà, ils cherchent des experts évaluateurs, donc à vos CV, n'hésitez pas à candidater. Oui. C'est ça, tout le monde peut postuler. Antoine.
Il y a un appel en cours pour tous les programmes de la Commission qui va être ouvert sur les 7 ans de la programmation. Donc n'importe qui peut s'inscrire en remplissant son profil et ses compétences et en choisissant des thématiques clés. Oui. Donc par exemple, dans le numérique, il y a tout un déroulé de sujets qui sont des fois assez précis sur tous les volets du numérique. Et vous pouvez vous y inscrire et faire partie de la base de données dans laquelle la Commission pioche les experts évaluateurs. Merci en tous les cas, Damien, pour ce témoignage qui est effectivement très intéressant, qui nous permet de voir en fait que rien n'est laissé au hasard. En fait, hein, tout est clair. On sait très bien quels sont les critères d'évaluation et comment ça se passe maintenant. Donc, si je peux me permettre un dernier mot. Un dernier mot parce que Vraiment un nous dernier. avons passé aux questions. Il est possible également, en parallèle des infodés, etc., d'aller discuter avec les officiers du programme, et d'aller échanger avec eux. Et ça, je l'avais fait sur des Future Emerging Technologies. C'est très important. Faites-le si vous voulez y aller. Merci pour ce dernier conseil. En amont de l'ouverture, puisque une fois que les appels à projets sont ouverts, évidemment, il est plus compliqué d'avoir accès aux project officers de la Commission. Donc le faire en avant. Je vous propose maintenant de passer à quelques questions. Kylian, est-ce que... Oui, merci à tous les intervenants de la table ronde. Merci Isabelle pour m'avoir passé la parole. Je remonte déjà une première question, peut-être à destination, premièrement à Monsieur Castet de l'entreprise régionale Immersion. Quand on voit là sur la première partie de cette session d'information tous les nouveaux programmes, est-ce que Immersion a déjà réfléchi à se positionner éventuellement sur l'un de ces programmes? Vous avez engagé une réflexion là pour les futurs appels qui vont sortir dans un avenir proche, 2021-2022? Oui, tout à fait. En gros, on y réfléchit déjà depuis facilement un an, via soit une stratégie interne, en se posant des questions sur voilà, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes produits, où est-ce que je veux aller, soit par opportunité aussi, parce que une des choses qui est fabuleuse, un peu, c'est ce que disait un peu Samuel, hein, dans l'aventure européenne, c'est qu'une fois qu'on est dedans, on connaît des gens, les gens nous connaissent, nous apprécient, donc on nous appelle, tiens, j'ai un projet, est-ce que tu voudrais participer? Donc après, il faut faire le tri, mais oui, tout à fait, on est déjà positionné sur au moins trois appels. D'ores et déjà, on est déjà en train de rédiger en fait. D'accord, merci. Et les autres, peut-être aussi, vous avez engagé dans vos structures des réflexions et peut-être déjà identifié un programme et vous pourrez peut-être un peu renseigner sur les atouts pour vous, là, en tant que structure, des atouts différents des programmes européens qui ont été évoqués en première partie. Dans les médias, de notre côté, on a déjà 2 projets qui viennent de démarrer, donc on va attendre un peu, je pense. Bien occupé déjà. Et pour ce qui nous concerne, donc on est en train de finir le projet ALC, mais on a aussi un certain nombre d'autres actions. Pour l'instant, on peut pas dire qu'on s'est engagé, mais on travaille de manière très active sur la crypto post-quantique, sur la sécurité dans l'IoT, et donc ça c'est des thématiques sur lesquelles on travaille avec des industriels habituellement dans un autre contexte, et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous si besoin. Mais je peux pas dire de manière franche que aujourd'hui on s'y est impliqué, voilà, parce qu'on est malheureusement pris par d'autres contingences. Peut-être encore une question par rapport par rapport à Immersion, Monsieur Castet. Quand on a entendu la partie avec tous les défis qui nous attendent pour l'avenir, est-ce que vous pensez, pour une PME industrielle comme vous l'êtes, est-ce que vous pensez que les programmes qui ont été détaillés en première partie sont justement suffisamment étoffés pour la compétition internationale, surtout avec l'Asie et l'Amérique? Oui, je considère honnêtement que le programme tel qu'il a été, alors je l'ai pas lu en entier, hein, mais j'ai parcouru pas mal le draft dont on parlait tout à l'heure, et comparé aux autres programmes cadres, honnêtement, je trouve que celui-ci est beaucoup plus contemporain.
sur la partie jumeau numérique, sur la partie... et puis, il y a une sorte d'affirmation de la singularité européenne qui fait que avant, il y avait cette volonté-là, avec il y a toujours eu des piliers sur les usages, en essayant d'être proche de la société, etc. Mais là, il y a quand même des prises de position liées au Green Deal, c'est fort, quoi. C'est fort et à la fois, c'est sur des thématiques, rien n'est laissé de côté. Donc, autant des choses qui nous intéressent à nous sur la partie immersive, réalité étendue, le numérique, voilà, tel qu'on l'entend chez Facebook et tous ces gens-là, autant sur la partie, comme mes collaborateurs ont pu en parler. Donc en fait, je trouve que, ouais, voilà, il y a une vraie exhaustivité dans ce qui est proposé et qui est assez contemporain. Et je trouve ça, honnêtement, je le trouve particulièrement bien. Après, il faut voir comment ça va se traduire, mais voilà, je suis plutôt satisfait, moi, de mon côté. Parfait, merci. Eh bien, il me reste à conclure cette session et je voulais d'abord vous remercier tous pour votre participation. Donc, Antoine, pour le panorama complet que nous avons eu en début de session sur les différents programmes. Alors, vous avez compris qu'ils étaient complémentaires, avec des enjeux, des objectifs et des règles de participation un peu spécifiques. Merci en fait aux intervenants, donc d'abord Julien Castet, Monsieur Samuel Thibault et Monsieur Damien Sauvron pour ces témoignages sur votre propre expérience qui sont, je dirais, toutes différentes, mais toutes intéressantes et j'espère inspirantes pour l'ensemble de notre audience. Donc, merci également à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette session. Donc là, je veux remercier en particulier ADI, le réseau Enterprise Europe Network, la région Nouvelle-Aquitaine et également les universités donc de Limoges, de Bordeaux et de La Rochelle également, et les pôles de compétitivité, l'INRIA, XFIM. Voilà, merci à tous pour le travail réalisé en amont de cette session. Et puis, je voulais vous souhaiter à tous bonne chance sur cette aventure européenne et beaucoup de succès.